entre un terrain de football et une salle d'audience. La frontière entre miracle et manipulation devient floue, et peu d'épisodes l'illustrent mieux que la soirée où l'Argentine et l'Égypte ont transformé un match à élimination directe de Coupe du Monde en tempête politique mondiale. Ce n'était pas qu'un match. C'était l'étincelle qui a ravivé un débat vieux de plus de 10 ans. Le plus grand tournoi sportif se décide-t-il par le talent ou de plus en plus par le pouvoir, l'argent et la politique derrière des portes closes? Huitième de finale. D'un côté, les champions en titre. De l'autre, une équipe que la plupart des spécialistes avaient enterrée avant même le coup d'envoi. Ce qui s'est passé dans les 2 heures suivantes a laissé les supporters furieux, placé les arbitres sous pression et remis la FIFA au cœur des soupçons, non pas à cause d'un vieux scandale, mais par des décisions prises en direct, sous les yeux de centaines de millions. Reprenons cette soirée étape par étape, car le score ne raconte pas la véritable histoire. Le match a débuté dans la chaleur estivale des États-Unis, un des nombreux duels à élimination directe répartis de Miami à Los Angeles, dans le nouveau format élargi à 48 équipes introduit pour ce tournoi. L'Égypte arrivait avec le statut de grand outsider, une sélection que beaucoup imaginaient comme un obstacle sur la route de l'Argentine vers la défense de son titre. Personne n'avait transmis ce script aux joueurs égyptiens. Dès le début, ils ont pressé haut, fermé les lignes de passe et joué avec cette intensité sans peur souvent vue chez les équipes d'autres qui n'ont rien à perdre. Le but que le stade sentait venir a finalement été inscrit par le défenseur Yasser Ibrahim, monté plus haut qu'une défense argentine hésitante pour donner l'avantage à l'Égypte. Le stade, rempli de supporters neutres et de fans égyptiens, a explosé. C'était le genre de but qui fait se pencher les commentateurs, car le favori du tournoi semblait humain, bousculé, désorganisé derrière. L'Argentine a tenté de réagir, mais rien ne fonctionnait. Les passes de qui trouvaient d'ordinaire leur destinataire, avec précision chirurgicale, étaient interceptées. Le trio offensif qui avait terrorisé les défenses tout le tournoi paraissait soudain un temps en retard, une fraction trop lent sur chaque ballon en profondeur. Puis est arrivé le moment qui a changé l'inquiétude en panique côté argentin. L'attaquant Mostafa Zico a trouvé de l'espace dans la surface et a glissé le ballon hors de portée du gardien pour un apparent deuxième but stupéfiant, mettant le banc égyptien en euphorie. Mais la célébration a tourné court. Après la vidéo, l'arbitre François Letexier a annulé le but pour une faute égyptienne sur le défenseur argentin, Lisandro Martinez, dans la construction. Ce fut le premier point de rupture, et les réseaux sociaux se sont enflammés instantanément, entre supporters et anciens joueurs se demandant si ce contact méritait réellement un coup de sifflet. Pour les supporters égyptiens qui regardaient le match dans le monde, cela ressemblait à la première fissure d'un schéma qu'ils jugeraient plus tard impossible à ignorer. Pourtant, l'Égypte n'a pas cédé. Zico a eu son moment malgré tout, en marquant cette fois pour de bon, redonnant 2 buts d'avance à l'Égypte et plaçant la nation africaine au bord de l'un des plus grands exploits des phases à élimination directe de Coupe du Monde. Menée 2-0, le temps jouant contre elle, l'Argentine voyait déjà les commentateurs préparer le récit de l'exploit. Les joueurs égyptiens le sentaient, leur banc était debout. Dans les tribunes, leurs supporters chantaient déjà comme si l'histoire s'écrivait. Dans la zone technique argentine, l'ambiance était sombre. Lionel Messi, toujours en quête d'une deuxième Coupe du Monde, avait déjà vu le gardien égyptien Mostafa Chobeir repousser son pénalty avant la pause, une scène qui, dans un autre match, aurait pu constituer le grand titre de la soirée. Ici, elle n'était qu'une pièce de plus dans le puzzle en train de s'effondrer pour les champions. Quelle que fût la discussion dans le vestiaire à la pause, quelque chose a changé, car l'équipe revenue pour la seconde période n'avait plus grand-chose à voir avec la formation hésitante du début. L'Argentine s'est mise à presser plus haut, à faire circuler le ballon avec plus d'intention et à resserrer l'étau autour du bloc défensif égyptien jusqu'à ouvrir des fissures. L'énergie qui avait porté la première période égyptienne a commencé à s'éroder sous cette pression, et l'attaque argentine, si discrète pendant une grande partie du match, semblait dangereuse à chaque touche de balle près de la surface. Puis, dans une séquence appelée à être rediffusée,
L'Argentine a marqué 2 fois en quelques minutes, d'abord par le défenseur Cristian Romero, qui a surgi et conclu de près et réduire l'écart. La célébration à peine retombée, Messi lui-même a trouvé le chemin du but, égalisant et déclenchant dans le stade une vague sonore perceptible dans les retransmissions du monde entier. 2 buts en quelques minutes, 2 buts de retard effacés. Le match venait de basculer complètement, et les joueurs égyptiens, si calmes plus tôt, semblaient désormais sonner, courant après des ombres, tandis que l'Argentine sentait sa proie vaciller. Le coup final est arrivé dans les derniers instants, lorsque l'Argentine a complété son renversement incroyable avec un 3e but, scellant une victoire dramatique qui restera comme l'une des remontées les plus marquantes de l'histoire récente des mondiaux. Les joueurs égyptiens se sont effondrés sur la pelouse, dévastés, certains en larmes, tandis que le banc argentin explosait. En apparence, cela ressemblait à une histoire classique d'outsider au dénouement cruel, une équipe égyptienne valeureuse, passée près de l'exploit avant d'être finalement rattrapée par l'expérience et la qualité des champions au moment décisif. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final, elle ne faisait que commencer. En quelques minutes, les accusations ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs du monde entier. Et cette fois, il ne s'agissait pas de vagues théories anonymes. Elles venaient directement de joueurs du terrain. Mostafa Zico, l'homme qui avait inscrit le 2e but égyptien, n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré ouvertement qu'il pensait que le match avait été truqué, visant durement l'arbitre François Letexier pour ce qu'il a décrit comme des décisions favorisant systématiquement l'Argentine, une fois l'Égypte devant. Sa colère portait sur le but annulé plus tôt dans le match et sur des coups de sifflet en seconde période qui, selon lui, ont fait pencher la balance au moment où l'Égypte avait besoin de stabilité. Zico n'était pas seul dans sa frustration. Alors que le match touchait à sa fin, la tension est montée sur le banc égyptien, plusieurs membres du staff étant avertis et l'un étant même exclu dans le chaos des dernières minutes. Dans une scène frappante captée par les caméras, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a levé les bras au-dessus de la tête pour former un X, un geste reconnu dans le football pour signaler des insultes racistes. Letexier n'a semblé prendre aucune mesure visible et la raison du geste de Hassan reste floue, non confirmée, alimentant les spéculations sur ce qui s'est passé au bord du terrain pendant ces minutes tendues. Messi a rompu le silence après le match sans répondre directement aux accusations de trucage et préférant saluer ses coéquipiers pour leur refus d'abandonner même mené de 2 buts. C'était une réponse mesurée d'un joueur qui évolue depuis près de 2 décennies sous les plus forts projecteurs du sport, et elle contrastait avec la tempête autour du résultat. C'est là que cette histoire cesse d'être seulement celle d'un match de football pour devenir quelque chose de plus vaste, car cette controverse n'est pas née de rien. Elle a frappé un tournoi déjà noyé dans des scandales loin du terrain, et pour de nombreux observateurs de la FIFA, ce contexte compte autant que ce qui s'est passé pendant le match. Quelques semaines avant cette rencontre, les procureurs généraux de New York et du New Jersey avaient ouvert une enquête formelle contre la FIFA sur le prix des billets de la Coupe du Monde. Selon l'enquête, la FIFA aurait utilisé un système de prix en plusieurs phases, vendant d'abord des billets moins chers avant d'introduire discrètement des catégories premium plus coûteuses. Une tactique décrite comme un appât, laissant les supporters lambda face à des prix gonflés. Les enquêteurs ont constaté que le coût des billets avait fortement augmenté pour la majorité des matchs du tournoi, provoquant de vives critiques de défenseurs des consommateurs, accusant la FIFA d'avoir imposé au public ce qu'un enquêteur a appelé un parcours de confusion, de fausses raretés et de prix exorbitants. La FIFA, pointe notable, a refusé de commenter interrogé sur ces accusations. À la même période, la FIFA s'est retrouvée prise dans une controverse d'une autre nature, très politique. L'attaquant américain Folarin Balogun avait été suspendu après un incident disciplinaire pendant le tournoi, une affaire de football assez ordinaire normalement. Mais le président Donald Trump est alors intervenu publiquement, soutenant Balogun et pressant l'instance du football pour qu'elle revoie sa décision. La FIFA a ensuite suspendu la sanction, permettant à Balogun de continuer à jouer sous probation au lieu de purger sa suspension. Pour une organisation qui a toujours affirmé, sur le papier,
Restée politiquement neutre et indépendante du pouvoir politique, l'image d'un président américain parvenant à faire revenir la FIFA sur une décision disciplinaire était impossible à ignorer. Des critiques du football y ont vu une preuve supplémentaire que la direction de la FIFA sous Gianni Infantino s'accommode du mélange entre politique et sport alors qu'elle est censée le gouverner avec impartialité. Cette proximité n'est pas passée inaperçue. La relation de plus en plus visible entre Infantino et Trump est devenue l'un des grands récits de ce cycle de Coupe du Monde, les commentateurs relevant ses fréquentes apparitions publiques près du président américain et sa volonté d'aligner le message de la FIFA sur les priorités du pays hôte. Les critiques de la FIFA estiment que ce schéma s'inscrit dans une histoire plus ancienne, celle d'une institution toute puissante qui se retrouve souvent mêlée à des dirigeants politiques, à des États riches et à des intérêts économiques ayant peu à voir avec le football lui-même. Cette histoire vient de loin. La FIFA a passé 10 ans à tenter de reconstruire sa réputation après l'un des plus grands scandales de corruption du sport, qui l'avait ébranlé il y a environ 10 ans, lorsque les autorités suisses et américaines avaient découvert un vaste réseau de pots de vin lié à l'attribution de Coupes du Monde. Ce scandale avait fini par écarter le président historique Sepp Blatter et avait entraîné des enquêtes pénales sur plusieurs continents. Beaucoup de supporters se souvenant de cette époque disent que la vague actuelle de controverses entre prix des billets, ingérences politiques et polémiques arbitrales a un goût familier, comme si l'institution n'avait jamais vraiment rompu avec les schémas qui l'avaient mise en difficulté. Pour ajouter une couche à ce tournoi tendu, la FIFA a également confirmé qu'elle enquêtait activement sur des insultes racistes visant la personnalité Internet eShowSpeed, présent lors d'un précédent match de l'Argentine dans ce même mondial. D'après les informations, le streamer aurait été impliqué dans un échange verbal tendu avec un supporter argentin après avoir provoqué Messi, un incident qui aurait dégénéré lorsqu'il aurait été visé par des propos racistes en espagnol. La FIFA n'a pas annoncé l'issue de cette enquête, mais sa seule existence a renforcé l'idée répandue que ce tournoi, malgré le spectacle et les records d'audience, peine à contenir les controverses sur la pelouse comme en dehors. Même la route vers ce mondial n'a pas échappé aux regards critiques. Les enquêtes publiées pendant la préparation ont souvent interrogé la manière dont la FIFA gère ses relations avec les grandes nations hôtes et candidates, des critiques pointant un schéma dans lequel des tournois futurs lucratifs, y compris des droits d'organisation attribués longtemps à l'avance, semblent décidés par des considérations politiques et financières pesant autant que le mérite sportif. Pour une organisation qui se présente en gardienne du sport le plus aimé au monde, l'écart entre le discours public et les arrangements en coulisses continue de se creuser pour nombreux supporters et journalistes. Alors, où cela place-t-il le match Argentine-Égypte et les accusations explosives qui circulent encore ? À ce stade, il n'existe aucune preuve confirmée, aucune conclusion officielle, ni aucune déclaration officielle de la FIFA soutenant la théorie selon laquelle le résultat aurait été arrangé, scénarisé ou influencé par un accord secret impliquant Messi ou des responsables argentins. Ce qui existe, ce sont des déclarations publiques fortes et émotionnelles d'un joueur vaincu, un geste partagé mais non vérifié d'un sélectionneur, des théories virales construites sur des ralentis choisis et des buts annulés, ainsi qu'un climat de défiance envers la FIFA, construit depuis des années par des controverses distinctes mais réelles. Un match de football peut être légitime au tableau d'affichage et frustrant dans son arbitrage, sans grande conspiration entre les deux. Ce qui est établi est ceci. L'Égypte a dominé la première période avec un football courageux et discipliné. Une décision controversée de l'assistance vidéo a annulé un possible deuxième but crucial à un moment clé. L'Argentine, menée de 2 buts avec un pénalty manqué qui pesait déjà sur son capitaine, a signé l'une des grandes remontées en seconde période de la mémoire récente des mondiaux, inscrivant 3 buts d'affilée pour avancer. Après le match, un joueur vaincu a accusé l'arbitre de partialité, un sélectionneur a effectué un geste ambigu lié au protocole antiraciste, et l'instance dirigeante du tournoi s'est retrouvée, une fois encore, au centre d'une controverse qui avait peu à voir avec ce qui se joue entre les lignes du terrain. Les supporters restent divisés. Les Égyptiens pointent le but annulé et la tendance arbitrale de la seconde période
comme preuve que quelque chose clochait, estimant que leur équipe méritait mieux après une prestation qui, durant l'essentiel de la première période, a dominé les champions en titre dans presque tous les domaines. Les partisans de l'Argentine et de Messi répondent que ce genre de remontée est la raison pour laquelle le football captive des milliards de personnes, balayant les accusations de trucage comme la réaction frustrée d'une équipe passée si près de l'histoire et incapable d'accepter l'échec. Reste à voir si la FIFA répondra officiellement aux accusations de Zico, si elle réexaminera la décision ayant conduit à l'annulation du but, ou si elle abordera le geste inexpliqué de Hossam Hassan vers l'arbitre. Ce qui est clair, c'est que ce match ne restera pas seulement comme une grande remontée, il restera comme un nouveau chapitre dans la lutte du football pour convaincre ses propres supporters que le jeu, au plus haut niveau, se décide encore uniquement sur le terrain et non ailleurs. Pour comprendre pourquoi un seul match a pu allumer un tel feu, il faut prendre du recul et regarder le contexte du tournoi. Cette Coupe du Monde marquait la première édition élargie à 48 équipes, organisée non seulement aux États-Unis, mais aussi avec le Mexique et le Canada comme co-hôtes, un changement de format que la FIFA avait présenté pendant des années comme une façon de rapprocher la compétition des supporters sur tout le continent. Cette expansion signifiait aussi plus de matchs, plus de fenêtres télévisées, plus d'espaces sponsorisés et, selon les critiques, davantage d'incitations financières pour la FIFA à maximiser toutes les sources de revenus, y compris des ventes de billets devenus inaccessibles pour beaucoup de supporters. Ce contexte compte, car il explique la rapidité avec laquelle les supporters basculent vers le soupçon quand quelque chose paraît étrange sur le terrain. Un tournoi déjà visé par des accusations de prix abusifs, de favoritisme politique et d'arbitrage incohérent crée un terrain fertile pour les théories du complot, même lorsque l'explication footballistique pourrait être plus simple. Des remontées comme celle de l'Argentine arrivent dans le football. Des équipes qui dominent une mi-temps peuvent craquer physiquement ou mentalement ensuite, surtout face à des adversaires ayant la discipline tactique et la qualité individuelle de l'Argentine. Des ajustements à la pause, des jambes fraîches et l'expérience des champions ont déjà renversé des matchs moins spectaculaires, sans trace de scénario écrit. Pourtant, le moment tombait très mal pour la crédibilité de la FIFA. Alors que les supporters digéraient l'enquête sur les prix des billets à New York et dans le New Jersey, et que les commentateurs continuaient d'analyser la suspension de Balogun, levée après les pressions de la Maison-Blanche, est arrivé un match qui semblait, aux yeux de supporters frustrés, conçu pour maintenir la plus grande star et les champions en titre vers les derniers tours. Que cette perception soit vraie ou non, elle révèle quelque chose d'important sur l'état de la confiance envers l'instance dirigeante du football dans la dernière ligne droite du tournoi. Des psychologues du sport et analystes chevronnés du football ont aussi commenté le phénomène, rappelant que les remontées impliquant des superstars mondiales comme Messi attirent presque toujours un examen accru, parce que son succès porte un poids commercial et émotionnel immense. Une élimination de l'Argentine à la mi-temps aurait été un coup majeur non seulement pour l'équipe, mais aussi pour les diffuseurs, les sponsors et la FIFA elle-même, tous ayant construit de grandes campagnes marketing autour de l'idée que Messi conclut sa carrière internationale par une dernière aventure dans le tournoi. Cette réalité commerciale ne prouve rien, mais explique pourquoi tant de supporters se tournent instinctivement vers le mot truqué quand un résultat bascule de manière inhabituelle en sa faveur. Pendant ce temps, le débat arbitral autour de François Le Texier a pris sa propre dynamique, à part des accusations de trucage. Les décisions prises avec l'assistance vidéo restent parmi les sujets les plus sensibles du football moderne, et les buts refusés pour des fautes marginales dans la construction provoquent de vives discussions entre supporters, consultants et anciens joueurs. Certains analystes ayant revu le but égyptien annulé ont estimé que le contact était minime et n'aurait pas été sifflé dans beaucoup d'autres matchs, tandis que d'autres ont insisté sur le fait que l'arbitre avait pris la bonne décision technique selon l'interprétation actuelle. Cette incohérence, réelle ou perçue, est la zone grise qui permet aux deux camps de se sentir légitimes dans leur indignation. Quant au geste de Hossam Hassan vers l'arbitre, les instances du football s'appuient de plus en plus sur le signal des bras croisés comme moyen officiel pour les joueurs, entraîneurs et officiels de signaler des insultes racistes en match,
dans des protocoles antidiscrimination plus larges introduits lors des grands tournois récents. Le fait que les Texier n'aient pas semblé réagir à ce geste a provoqué une vague de critiques, complètement distincte du débat sur le trucage, certains se demandant si les arbitres sont assez formés pour reconnaître ces signaux et agir en temps réel.